Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 26 janvier. Tremblement de terre au centre-ouest de la Colombie. La nuit dernière, un premier bilan officieux fait état de plus de 1000 morts. Bilan de santé alarmant pour les cyclistes français. Une enquête sur le dopage révèle de graves perturbations biologiques parmi les coureurs. La parité homme-femme n'est pas du goût des sénateurs. Ils contestent l'inscription dans la Constitution du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Les États-Unis poursuivent le bombardement de la défense antiaérienne irakienne. La France se déclare préoccupée par cette forme de guerre sans nom. Tennis, Amélie Mauresmo accède aux demi-finales du tournoi d'Australie. Elle sera opposée à la numéro 1 mondiale, Lindsay Davenport. C'est au centre-ouest de la Colombie que se trouve la ville d'Armenia. C'est là que les effets du séisme de la nuit dernière se sont fait sentir le plus violemment. Pour cette seule ville d'Armenia, les sauveteurs estiment qu'il y aurait au moins 1000 morts. Déjà, un mouvement d'aide internationale s'organise pour aider les secours et les victimes colombiennes. Commentaire Gilles Marinet. C'est au lever du jour que l'ampleur du désastre s'est révélée. La ville d'Armenia est détruite dans des proportions encore difficiles à estimer. Certains quartiers n'existent plus. La situation est très grave, très difficile. Ce quartier est pratiquement détruit à 90%. Un séisme de 6 degrés sur l'échelle de Richter a surpris les 300 000 habitants en pleine nuit. La première secousse a duré 60 secondes. Quand j'ai senti la première secousse, j'avais une fille de 2 ans sur les genoux. J'ai voulu aller vers la sortie, mais je n'ai pas eu le temps. C'est allé trop vite. Les murs se sont écroulés. Et la terre a continué à trembler, 14 fois. Les survivants s'improvisent sauveteurs. Tout ce qui peut permettre de dégager les décombres est mis à contribution. On est en train de travailler à soulever des plaques de béton. On a déjà trouvé plusieurs cadavres et des survivants. 1000 cadavres déjà. Un bilan qui concerne la seule ville d'Armenia, mais c'est toute une région qui a été frappée. D'autres villes, d'autres villages, et sur le sort de leurs habitants. Actuellement, on ne sait rien. Après le Tour de France cycliste, un suivi médical avait été décidé consistant à surveiller périodiquement le métabolisme des coureurs et à détecter une éventuelle prise de produits dopants. Les premiers résultats de ce suivi révèlent que la moitié du peloton cycliste français a usé de substances dangereuses pour la santé. Explication Benoît Thévenet. 200 coureurs professionnels ou amateurs de haut niveau contrôlés 4 fois par an, c'est ce qu'a décidé le ministère de la Jeunesse et des Sports à l'automne dernier. Et les premiers résultats sont éloquents. Dans 90% des cas, le taux de fer dans le sang est 5 à 20 fois supérieur à la normale. On sait par ailleurs que le PO et le fer font bon ménage. Le PO a pour fonction d'augmenter le nombre de globules rouges et donc le volume d'oxygène transporté dans les muscles. Mais la fabrication de ces globules rouges nécessite du fer. Les sportifs qui se dopent à l'EPO prennent donc du fer supplémentaire, une surdose qui n'est pas sans danger. Ça présente un risque évidemment, puisque le stockage du fer se fait principalement dans le foie, et ceci à long terme fait le lit de la cirrhose, elle-même faisant le lit du cancer du foie. Du côté de la Fédération française de cyclisme, qui a approuvé la mise en place de ce suivi médical après le Tour de France 98, on ne s'attendait peut-être pas à des résultats aussi probants. Évidemment, on est surpris par l'ampleur du phénomène et nous voulons le traiter sur le plan de la santé. Cela étant, lorsqu'on parle de mort, je crois qu'aujourd'hui il faut quand même être prudent. Le taux de fer dans le sang, aussi élevé soit-il, ne constitue pas une preuve de dopage. Le contrôle des coureurs tel qu'il est effectué par l'unité mobile ne sert qu'à prévenir d'éventuels ennuis de santé. Là, c'est vraiment le rôle des médecins de prendre une décision en toute conscience par rapport à la situation de tel ou tel sportif. On est dans le domaine de la prévention. Ensuite, bon, il y a les contrôles positifs, il y a les sanctions sportives. Et là, c'est le devoir de la fédération. 2 cyclistes ont ainsi été mis en arrêt maladie. Un signe pour le peloton, mais les anges gardiens le savent. La tentation n'est jamais très loin. Et pour ajouter à ce constat de santé inquiétant, voici un témoignage individuel, celui d'un ancien coureur professionnel entre 1993 et 1996, Jean-Christophe Curit. Il raconte des pratiques de dopage ordinaires. Reportage François Privat, Philippe Ritten. Le dopage, Jean-Christophe Curit l'a connu. À 29 ans,
il n'est plus coureur cycliste professionnel. Manque de performance. En 1996, après 2 saisons au sein de la formation Gann, son contrat n'est pas renouvelé. À l'époque, Roger Leger, le directeur sportif de l'équipe, ne veut surtout pas entendre parler de dopage, mais il faut des résultats. C'était un peu la politique de l'autruche. C'était débrouille-toi et fais ce que tu peux, fais ce que tu veux. Et par contre, on ne veut pas entendre parler, mais ramène toujours des points en fin d'année. C'est là que le danger risque d'avoir lieu, c'est que le coureur prenne n'importe quel produit, n'importe comment, et sans savoir quel effet aura le produit sur son corps. Équipier de Lehmann et Boardman, Jean-Christophe veut faire sa place chez les pros et disputer le Tour de France. En 1994, quelques semaines avant le départ de la Grande Boucle, au cours du Tour de Suisse, il s'injecte des corticoïdes pour réaliser une belle étape. Un coureur, pas de l'équipe Gann, un coureur d'une autre équipe me donne une ampoule de corticoïdes assez puissant et me dit de tout faire la veille au soir de la belle étape. Donc ce que je fais. Et le lendemain, je me suis retrouvé à pied. Donc j'en ai déduit que j'avais trop fait, enfin j'aurais pas dû faire toute l'ampoule. Donc je lui ai dit, il m'a dit non, il fallait que tu fasses qu'un quart. L'avant-dernier jour du Tour de Suisse, j'étais complètement à pied, donc c'est pas comme ça que c'est pas du dopage. Pour moi, c'est du mauvais dopage pour moi. C'est là que je dis que le dopage suivi à l'intérieur de l'équipe est beaucoup mieux que le dopage sauvage comme j'ai pu le connaître au sein de l'équipe Gann, quoi. Aujourd'hui, Jean-Christophe Curie souhaite s'investir dans la prévention et rencontrer de jeunes cyclistes pour éviter qu'à l'aube de leur carrière, ils ne commettent les mêmes erreurs que lui. Au Sénat, où la proportion de femmes élues n'atteint pas les 6%, le projet de révision de la Constitution permettant une loi ouvrant un égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives n'est pas du goût de la majorité de droite. Cette résistance à un texte, pourtant conjointement voulu par l'Élysée et Matignon, a suscité une manifestation devant le Palais du Luxembourg. La ministre de la Justice a même quitté le débat pour aller manifester. Reportage Laurent Hakim, Bernard Connor. N'ayez pas peur, vous survivrez à la parité. 2 ministres sous les banderoles. En plein débat sur la parité au Sénat, Elisabeth Guigou et Nicole Perry ont voulu elles aussi dénoncer à leur manière le blocage du texte par les élus du Palais du Luxembourg. Elles ont donc rejoint un moment la manifestation d'une centaine de militantes féministes. Le ministre de la Justice souhaite que le dernier verrou saute enfin pour permettre cette égalité. Pour que le législateur puisse prendre des mesures concrètes dans les lois pour favoriser l'accès des femmes aux mandats et aux fonctions électives, il faut qu'on arrive à changer les lois et donc il faut lever le verrou constitutionnel. Mais aujourd'hui au Sénat, les femmes étaient plutôt dans le public pour entendre des hommes à la tribune parler de la parité. Le Sénat fait de la résistance, il remet en cause le texte de l'Assemblée nationale, il veut laisser l'initiative de cette parité aux partis politiques. Vous verrez, dans 20 ans, il y aura cette fois-ci peut-être des hommes qui demanderont et manifesteront dans la rue pour exiger des quotas en faveur des hommes. Ne faisons pas cela par pitié. Le doute a même gagné les rangs de la gauche, où la thèse d'Elisabeth Badinter, relayée dans l'hémicycle par son mari, sénateur des Hauts-de-Seine, donne également la préférence à une démarche volontariste. Pas de dissension, dit-on au PS, mais plutôt un débat philosophique. Les résistances du Sénat risquent de retarder la révision constitutionnelle et la réunion du Congrès envisagée le 8 mars prochain. Dans l'autre enceinte parlementaire, au Palais Bourbon, lors des questions d'actualité, le Premier ministre cet après-midi a très sèchement montré son agacement devant la multiplication des questions de l'opposition sur les problèmes d'insécurité. Voyez le reportage de Jay Wittenberg et Jean-François Renou. L'opposition en est convaincue. Dans le débat sur la sécurité, il y a aujourd'hui un malaise au sein du gouvernement. Entre Jean-Pierre Chevènement et Elisabeth Guigou, entre la ligne dure privilégiant la répression et une politique plus équilibrée, alors l'opposition attaque et elle le fait avec méthode. Notre pays se transforme peu à peu en zone de non-droit. Il ne se passe pas de jour sans que l'actualité ne nous révèle une poussée de la délinquance dans le pays. Ce que les Français attendent, c'est d'autre chose que des zizanies au sein même de votre gouvernement. Sur son banc, Lionel Jospin compte le nombre de fois où son gouvernement est interpellé sur la sécurité. À la 6e, il décide lui-même de répondre à l'opposition. Est-ce qu'il n'y a plus maintenant dans notre pays d'autres problèmes qui méritent d'être débattus, discutés dans la représentation nationale et devant les Français? Croyez-vous que cette approche exclusive d'un problème
nourrissent en votre faveur un mouvement de compréhension et d'appui, ne pensez-vous pas plutôt que vous allez nourrir les forces d'extrême droite par ce discours à votre dépens? La riposte est classique, mais la droite est piquée au vif. Sortie de l'hémicycle, elle fait donner de la voix. Monsieur Jospin apparaît comme un matador qui dit je vais tuer, je vais lutter, il ne fait rien. Il n'y avait qu'à voir la tête de M. Chevènement pour voir qu'il y a un profond désaccord, quoi qu'en dise le Premier ministre, entre la position du Premier ministre et du garde des Sceaux et celle du ministre de l'Intérieur. Les mesures qui sortiront du Conseil de sécurité intérieure demain à Matignon sont particulièrement attendues. Ces questions de sécurité occupent aujourd'hui presque tout l'espace du débat politique. Alors, le Premier ministre affirme que son équipe gouvernementale sur ces problèmes de sécurité intérieure a une vision globale sur la nécessité d'agir aussi bien en matière de prévention que dans le domaine de la répression. Et pourtant, son ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, continue d'adresser des piques à sa collègue de la justice. Aujourd'hui encore, Gérard Leclerc, il estimait que les procédures de la justice ne répondaient pas aux problèmes réels. Alors, Chevènement, ça veut dire cactus dans la majorité ? Écoutez, en tout cas, Jean-Pierre Chevènement a les défauts de ses qualités. C'est un homme d'État, plusieurs fois ministre, mais qui a démissionné, on s'en souvient, 2 fois avec fracas. C'est un vrai politique aux convictions affirmées, mais jusqu'à la polémique et voire les dérapages. Et puis c'est un homme d'ordre qui a largement contribué à convertir la gauche aux questions de sécurité, mais quitte à flirter, selon certains, avec le sécuritaire. C'est que Jean-Pierre Chevènement, qui surfe sur d'excellents sondages, force son talent dans la provocation et fait du même coup tanguer le gouvernement et la majorité plurielle. Depuis le miracle républicain de sa guérison, il ne cesse d'en rajouter dans le discours martial contre les petits caïds et les sauvageons, termes qui heurtent bien sûr la bonne conscience de la gauche, dans les empiètements sur les prérogatives de la ministre de la Justice, enfin dans les attaques contre Daniel Cohn-Bendit, gracieusement qualifié d'anarcho-mercantiliste ou simplement d'allemand. Oui, il faut dire que les Verts, Noël Mamère ou Daniel Cohn-Bendit ont répliqué eux aussi sur un ton assez vif. Absolument, et ce qui a obligé le Parti Socialiste à lancer une sorte de halte-au-feu contre les agressions et les mots blessants. Ça n'a pas suffi, Lionel Jospin a dû lui aussi en appeler à un débat maîtrisé, tout en adoptant sur la question de la sécurité la position d'arbitre qu'il affectionne, sensiblement plus favorable tout de même au ministre de la Justice. Alors les esprits vont-ils se calmer? C'est ce que pense Matignon, qui souligne qu'après tout, avec ses divergences affichées, la gauche occupe tout l'espace du débat face à une droite souvent absente, mais s'il en était autrement, de pièce maîtresse de Lionel Jospin, Jean-Pierre Chevènement pourrait bien devenir son talon d'Achille. Merci Gérard. Les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ont décidé de supprimer certains chefs de mise en examen contre M. Alain Juppé dans l'affaire des emplois fictifs de membres du RPR à la mairie de Paris. Mais l'ancien Premier ministre voit toujours reprocher 3 délits, dont celui d'abus de confiance. Commentaire Olivier Caroff avec Frédéric Delarue. Les avocats d'Alain Juppé avaient demandé l'annulation de toute l'enquête sur les emplois fictifs du RPR, espoir déçu. La chambre d'accusation de Versailles n'a annulé qu'une quinzaine de pièces, mais pour les défenseurs de l'ancien Premier ministre, il y a tout de même quelques raisons de se réjouir. Ces annulations sont largement supérieures à celles qu'avait demandé l'avocat général, qui réclamait que l'on enlève 3 lignes. La chambre d'accusation, par cette annulation nombreuse, a montré que la procédure n'avait pas été menée conformément en partie au code de procédure pénale. Victoire psychologique plus que judiciaire, car Alain Juppé reste au cœur du dossier. Voici la liste des délits dont il était soupçonné en août dernier lors de sa mise en examen. Aujourd'hui, les juges de Versailles annulent la notion de détournement de fonds publics et considèrent que s'il y a abus de confiance, il ne saurait être aggravé par les fonctions qu'occupait alors Alain Juppé. Entre 88 et 95, Alain Juppé était en effet à la fois secrétaire général du RPR et adjoint aux finances de la ville de Paris. Pouvait-il donc ignorer que la mairie payait les salaires de certains permanents du parti? A-t-il participé à ce système? Ces questions, le juge Desmurs, chargé de l'enquête, aimerait bien les lui poser. Mais les avocats d'Alain Juppé envisagent maintenant de se pourvoir en cassation. Le juge risque donc d'attendre plusieurs mois avant de pouvoir interroger son principal suspect. Le tribunal de grande instance de Paris a donné raison à Bernard Tapie, qui avait engagé un procès en diffamation contre l'ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen, Lorrain de Saint-Affrique. Ce dernier affirmait que messieurs Le Pen et Tapie avaient négocié en 88 et 93 leur élection dans les Bouches-du-Rhône. Bernard Tapie a gagné en première instance, mais Lorrain de Saint-Affrique fait appel. Et puis réquisition à grâce devant le tribunal correctionnel. Le procureur a demandé 30 mois de prison avec sursis et 47,5 millions de francs d'amende contre le promoteur parisien Christian Pellerin, accusé d'infraction aux règles de l'urbanisme.
En Irak, la défense antiaérienne de Saddam Hussein est considérée comme une cible légitime par les militaires américains. Les États-Unis poursuivent des bombardements et des tirs de missiles sur le territoire irakien. Ces nouveaux raids américains provoquent ce que l'on appelle en termes diplomatiques la préoccupation des autorités françaises, d'autant plus que les actions militaires américaines ont été peu précises parfois. Explication Richard Binet. C'était l'un des quartiers les plus populaires de la banlieue sud de Bassora. Al-Jumouria, ou plutôt ce qu'il en reste. Il était 10 heures, les enfants jouaient dans la rue lorsque le premier missile américain s'est abattu. Il est arrivé de cette direction. Dans la maison, il y avait mon neveu, il a été tué. D'autres membres de la famille ont été blessés. Et une fois encore, le décompte macabre des victimes. 11 morts, 59 blessés, tous civils. Des femmes, des enfants, des vieillards qui ne comprennent pas pourquoi ils ont été la cible des chasseurs américains. Mon fils allait tout simplement à l'école. L'avion est arrivé, a tiré et l'a blessé. Le Pentagone a d'abord affirmé que ces avions n'avaient fait que répondre à une provocation de la DCA irakienne, pour ensuite reconnaître qu'un ou plusieurs missiles auraient pu s'égarer sur des quartiers résidentiels. Nous regrettons profondément, si c'est le cas, la mort de civils, mais ces échanges de feu ont été directement initiés par Saddam Hussein. Al-Jumouria n'était pas un site stratégique, encore moins un enjeu militaire. Mais lorsqu'une superpuissance se trompe, l'erreur de trajectoire tue tout simplement des hommes, des femmes et des enfants. À Washington, les procureurs au procès en destitution de Bill Clinton au Sénat ont décidé de convoquer 3 témoins, dont Monica Lewinsky, bien sûr. Les sénateurs se décideront demain. En Jordanie, le roi a désigné son fils aîné comme héritier du trône et a ainsi destitué son frère après l'avoir violemment critiqué. Et après avoir fait prêter serment son fils, âgé de 36 ans, le roi Hussein de Jordanie a repris l'avion pour les États-Unis afin d'y être de nouveau hospitalisé. On sait que le roi est atteint d'un cancer des ganglions lymphatiques. Correspondance d'Isabelle Stess. À l'occasion du départ du roi Hussein ce matin pour les États-Unis, les 2 frères se sont embrassés, ainsi l'exige le protocole. Fraternité de façade car la rupture est brutale entre le prince Hassan et le souverain hachémite. C'est désormais le fils aîné du roi, le prince Abdallah, qui assure la régence. Il a prêté serment ce matin au palais. Le roi a donc remercié son frère après 34 ans de régence. Il lui reproche de se comporter en monarque au moment où lui-même lutte contre la maladie. Il y a une semaine à peine, ils affichaient pourtant l'image d'une famille unie. Le roi Hussein était de retour au pays, complètement guéri, disait-on alors, et la foule venue l'accueillir ne se doutait pas des intrigues qui agitaient déjà le palais. Abus de pouvoir, règlement de compte, jalousie, le roi accuse aujourd'hui son frère d'avoir nommé en son absence des proches à des postes clés, notamment dans l'armée. Ingérence dans les affaires militaires et blessures personnelles, le prince Hassan n'ayant jamais caché son antipathie envers la 4e épouse du souverain, la reine Nour. Au moment où la santé du roi semble se dégrader, le prince Abdallah, fils d'une précédente union, devient donc l'héritier du trône. À 37 ans, on ne lui connaît pas d'ambition politique. Ce militaire de carrière à la tête des forces spéciales jordaniennes est assuré de la fidélité de l'armée, un atout majeur pour la stabilité du royaume. Au-delà des intrigues de palais, l'avenir du royaume hachémite est observé avec beaucoup d'attention par ses voisins. Ayant des frontières communes avec Israël, la Syrie et l'Irak et une population à majorité palestinienne, le petit royaume de Jordanie n'en est pas moins stratégique. Tout problème de transition créerait un nouveau déséquilibre dans la région. En Allemagne, suite du débat sur les conditions de l'abandon de l'énergie nucléaire promis lors de la campagne électorale par les Verts, aujourd'hui associés au pouvoir avec les sociaux-démocrates. Le ministre allemand de l'Environnement, M. Trittin, réagit de manière nuancée après les premières négociations avec les industriels et l'on évoque des problèmes de droit international pour expliquer aussi le report à une date imprécise du débat sur le projet de loi prévoyant donc la fin du nucléaire allemand. Reportage de notre correspondant Olivier Lerner. Une route semée d'embûches pour le chancelier allemand. Il a d'abord devant lui l'expression du mécontentement des militants antinucléaires. Ils attendaient la fermeture des centrales et l'arrêt du retraitement des déchets cette année. Cela ne se fera pas si vite. La verdure pour cadre des négociations, mais en toile de fond, les menaces des Français et des Britanniques pour les indemnisations, les avertissements des industriels et la pression des Verts.
Gerhard Schröder devait bien céder devant quelqu'un et il confirme ce soir qu'il accède à une exigence capitale des exploitants des 19 centrales du pays. Le retraitement des déchets nucléaires allemands à l'étranger, dit-il, se poursuivra après l'an 2000. Et plus aucune date n'est fixée. L'arrêt des centrales, le chancelier n'en parle même pas. Pour les industriels, c'est une grande victoire. Ils n'espéraient sans doute pas obtenir un tel résultat. Nous ne sommes pas d'accord pour abandonner le nucléaire. Nous considérons que c'est une très grande faute historique, mais nous sommes des démocrates. Jürgen Trittin, le ministre vert de l'Environnement, est désavoué. Rédacteur du texte de loi, il devra revoir sa copie. Dépité, il nous déclare qu'avec un peu d'effort, on aurait pu trouver de meilleures solutions. À Berlin, l'immeuble des Verts est occupé par des militants de base, mais ici, on reste optimiste. Je pense qu'on est toujours sur le bon chemin et on est condamné à trouver une solution. On est là pour surmonter les obstacles, pas pour faire faillite devant eux. Chez les Verts, ici en Réunion, les esprits se sont un peu calmés en l'espace de 24 heures. L'abandon du nucléaire sera donc consensuel, progressif et ordonné. Les écologistes ne sont plus à 2 mois près. Hier soir, en Seine-Saint-Denis, à Pantin, un homme de 28 ans, armé d'un fusil à pompe, a été tué par un policier qui tentait de l'interpeller. La thèse de la légitime défense pourrait être confirmée par l'enquête de l'inspection générale des services. Les faits se sont déroulés dans la cité des Courtilières, à Pantin, sans témoin direct. Reportage Patrick Fandiot, Jean-Louis Bousser et Luc Bachofen. Aucune trace, aucun indice, aucune gerbe de fleurs sur les lieux du drame, à l'entrée de cet immeuble. À quelques mètres de là, seule la discrète surveillance de dizaines de policiers rappelle la course-poursuite mortelle de la nuit. Il est 19h10 hier soir, un groupe de jeunes s'enfuit à l'arrivée d'une patrouille. D'après les policiers, l'un d'eux se retourne et braque un fusil à pompe sur un gardien de la paix. Celui-ci tire une première fois sans l'atteindre, puis une seconde fois. Le jeune homme s'écroule. Je comprends pas pourquoi ils ont tiré sur lui. Pourquoi ils ont pas tiré sur quelqu'un d'autre dans ces cas-là? Je sais pas moi, pourquoi c'est sur lui qu'ils ont tiré? Voilà, non. Non, ça m'énerve ça. Non, ils l'ont pas vu l'arme. Au début, ils l'ont pas vu l'arme, ils l'ont pas vu. Le procureur a lu le rapport d'autopsie et les récits des policiers. Pour lui, pas de doute, il y a légitime défense. L'un des policiers présents, qui lui-même poursuivait un autre individu, a entendu à un certain moment son collègue, celui qui devait être l'auteur du coup de feu, faire des sommations à la personne qu'il poursuivait de jeter son arme à plusieurs reprises, ce qui fait que cet autre fonctionnaire de police a donc, après avoir entendu distinctement ces sommations de jeter l'arme, a évidemment considéré que son collègue se trouvait en danger. Déjà interpellé plusieurs fois par la police, le jeune homme n'habitait plus le quartier depuis quelques années, ce qui expliquerait, d'après certains habitants, le calme qui régnait dans la cité la nuit dernière. À Vincennes, dans le Val-de-Marne, l'Institut Aubert a rouvert ses portes. Cet institut avait été fermé officiellement pour raison de sécurité par la mairie de Vincennes. Le maire de la ville soupçonnant un enseignement de l'église de Scientologie dans cette école privée. La directrice de cette école admet effectivement faire partie de l'église de Scientologie, comme plusieurs membres du conseil d'administration. Reportage Joël Bruyandet et Joseph Bachtik. Sur la façade de l'Institut Aubert, la direction affiche fièrement l'arrêté municipal autorisant la réouverture. Pour autant, les parents d'élèves sont loin d'être aussi fiers. Excusez-moi monsieur, vous êtes content que l'Institut soit réouvert? Et vous ne filmez personne parce que je porte plainte. Ça c'est clair et c'est net. La fermeture aura duré 2 mois. 2 mois pendant lesquels une quinzaine d'enfants sur 60 ont quitté l'établissement. En décembre dernier, alerté par des parents inquiets, le maire ferme l'école, officiellement pour des raisons de sécurité. En fait, la mairie s'inquiète surtout de la nature de l'enseignement dispensé à l'Institut Aubert. Sa directrice, qui nous avait reçus, ne cachait pas son appartenance à la scientologie. Je ne vois pas pourquoi on met étiquette scientologie sur l'école, parce que la directrice ne cache pas ses appartenances à l'église. Je ne les cache pas, mais je ne suis pas non plus en train de les crier tous les jours ici dans l'école. Pourtant, les méthodes pédagogiques employées ici sont directement inspirées de la scientologie, à commencer par ce manuel signé Ron Hubbard. Le livre pour apprendre. Le fondateur de la scientologie. L'une des sectes les plus dangereuses qui existent dans le pays profite de la loi comme elle est aujourd'hui pour, en fin de compte, s'acharner sur les enfants
pour en faire ensuite des adeptes de la scientologie. Mais la loi change. Depuis un mois, en effet, l'éducation nationale peut contrôler les établissements hors contrat comme l'Institut Aubert. Ségolène Royal demande aujourd'hui aux recteurs et aux inspecteurs d'académie de commencer les contrôles prévus par la loi. Nous prendrons toutes les mesures de fermeté nécessaires, mais une fois les faits établis. Pour l'instant, on est sur du déclaratif, rien n'est établi. Si le contrôle devait révéler que les enfants ne reçoivent pas l'instruction à laquelle ils ont droit, les sanctions peuvent aller jusqu'à la fermeture définitive de l'établissement. Manifestation cet après-midi à Paris, de la Sorbonne à l'hôtel Matignon, pour protester contre la réforme des lycées et pour réclamer la démission de Claude Allègre. Il y a effectivement un collectif constitué contre le ministre de l'Éducation. Plusieurs syndicats, dont le SNES, faisaient également partie du cortège, rassemblant plusieurs milliers de personnes selon les organisateurs. En Moselle, à Moyeuvre-Grande, des risques d'affaissement minier ont été jugés suffisamment sérieux par la préfecture pour provoquer l'évacuation de 35 familles d'une cité ouvrière. Ce sont les anciennes galeries d'exploitation des mines contenant désormais de l'eau qui sont à l'origine de ces affaissements. Reportage Jacqueline Pozzi et Patrice Schumacher. La vie qui quitte tout un pan de quartier en moins d'une semaine. Dans la cité de Curel, les déménagements organisés à la hâte se sont achevés ce soir. L'arrêté préfectoral n'a pas laissé le choix aux 43 familles. Il faut fuir ce sol qui se dérobe. Le péril est immédiat. Vous vous rendez compte, toute une rue complète, et en bas et derrière. Mais c'est affreux. Les familles sont relogées par les pouvoirs publics en attendant de savoir si leur maison est réparable ou définitivement perdue. La cause, c'est la mine. Le sous-sol du quartier est truffé de galeries. La fin de l'exploitation décidée, le pompage des eaux souterraines a été stoppé. Résultat, des galeries noyées et quelques mois plus tard, le terrain s'affaisse. Aujourd'hui, on cherche les responsables. On essaye de se défiler. Il existe la filiale d'Usinor, Lormine, qui essaye de ne pas payer ou de payer le moins possible. Donc à partir de ce moment-là, il faut être ferme, il faut que les structures judiciaires disent le droit et puis poursuivent. Seule réponse de Lormine, l'exploitant minier, un courrier adressé à la préfecture qui réfute toute responsabilité à Moyeuvre. Lormine, qui a pourtant déjà été incriminé lors des affaissements d'Auboué il y a 2 ans, Auboué, où 2 quartiers sont entièrement condamnés. Devant cette loi des séries, les autorités ont mené l'enquête et ont découvert que 15 000 hectares présentent des risques dans le bassin. Ce que l'on ne sait pas faire, c'est déterminer le moment où cet affaissement va se produire. Ça peut se produire dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 10 ans ou dans 100 ans. Et c'est une des difficultés qu'il faut que l'on gère, c'est la durée. Dans la commune de Jeuf, la population est très dense et le risque d'affaissement très important. D'où cette installation unique en France, reliée à des capteurs dans le sol qui détectent tout mouvement de terrain. Une manière de faire de la prévention pour éviter d'autres Moyeuvres, d'autres Auboués, où les affaissements auront déjà coûté 250 millions de francs. Ça y est, c'est fait. Le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle a quitté ce matin le port militaire de Brest en direction du Goulet, qui sépare la rade de la haute mer. 7 remorqueurs tiraient le porte-avions. Ces premiers essais en haute mer avaient été repoussés pour cause de météo capricieuse. Et puis c'est officiel, ce soir, le gouvernement a décidé de lancer la privatisation partielle de la compagnie aérienne Air France en cédant plus de 20% au marché et aux salariés. Plus de 32 millions d'actions sur un total de 184 millions actuellement détenus par l'État vont être cédées. Si les conditions de marché le permettent, l'opération doit rapporter environ 4 milliards de francs à l'État. Des grandes manœuvres dans l'audiovisuel autour du groupe de communication Pathé. Vivendi, c'est-à-dire l'ancienne Générale des Eaux, et sa filiale Canal+, sont maintenant en position de force face à TF1 dans la société Pathé, productrice de films et de téléfilms. C'est un peu compliqué en matière boursière, mais on aura bien retenu que Vincent Bolloré, qui a vendu ses parts dans l'opération, a récupéré 800 millions de francs. Alors pour y voir plus clair, explication de Jean-Bernard Schmitt avec Yann Fronti. Vous vous souvenez peut-être de ces actualités filmées signées Pathé. Et si aujourd'hui le groupe de Jérôme Sédou intéresse tout le monde, c'est parce qu'il fait 2 milliards de francs de chiffre d'affaires, gère 26 complexes cinéma, produit ou possède de nombreux films et surtout contrôle 20% du bouquet numérique Canal Satellite. Premier acte, décembre dernier, Vincent Bolloré, qui vient de se dégager de TF1, part à la conquête de Pathé. Il achète près de 20% des actions. Deuxième acte, TF1 passe à l'offensive.
Jeudi dernier, Patrick Lelay annonce détenir 9% du capital de Pathé et n'entend visiblement pas s'arrêter là. L'enjeu, une position stratégique dans l'un des premiers producteurs de cinéma français. Troisième acte, la contre-offensive. Devant la poussée de TF1, Canal+ et Vivendi réagissent. Sont entrés dans Pathé pour défendre d'abord Canal Satellite, éviter que Canal Satellite soit gêné par TF1 qui par ailleurs les concurrence avec TPS. TPS, l'autre programme satellite. Canal+ et Vivendi rachètent les parts de Vincent Bolloré pour 3 milliards. Au terme de cette guerre éclair, ils deviennent le deuxième actionnaire de Pathé avec 25% des actions. Résultat, Pierre Lescure pour Canal+ et son allié Jean-Marie Messier de Vivendi se sont assurés un partenariat solide dans le cinéma et le numérique. Les actions Pathé de Vincent Bolloré lui ont rapporté une plus-value de 800 millions de francs. Le grand perdant, c'est TF1 qui a dépensé plus d'1 milliard de francs et qui ne peut, avec moins de 10% du capital, rien décider chez Pathé. À Cannes, le 33e marché international du disque et de l'édition musicale s'est ouvert. Le MIDEM rassemble les grandes sociétés de production et de distribution ainsi que les labels indépendants qui se livrent souvent une bataille très vive. Mais ils ont tous en commun une inquiétude, la vogue de plus en plus grande de la copie via les ordinateurs des CD de musique. Pour certains, c'est du piratage et un manque à gagner. Reportage Daniel Wolfram et Bernard Ronflet. Alors sur Internet, pour pouvoir chercher des musiques, on les cherche au format MP3 qui est compressé. En fait, il s'agit de rechercher un serveur. Il y en a des dizaines sur Internet qui proposent des listes de chansons comme celle-ci. On enregistre ensuite le titre pour le transférer sur son ordinateur et le dupliquer sans perte de qualité sur un seul disque. On peut ainsi graver l'équivalent de 10 CD, soit 200 titres. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on peut écouter les chansons en même temps qu'on en cherche. Le transfert dure environ un quart d'heure pour un seul titre. Maintenant, je l'ai, j'ai plus besoin d'être connecté sur Internet, je peux me déconnecter, c'est fini, j'écoute le morceau quand je veux. Et si j'ai envie, je peux le mettre sur un CD à l'aide du graveur et après je l'écoute sur ma chaîne ou je vais l'emmener chez des amis pour l'écouter à côté. Vous considérez comme un pirate ou pas? Non, 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 parce que... Ça reste pour nous de toute façon. Disons que je fais pas de commerce, vraiment. Mais il y a tous ceux qui en profitent pour revendre leurs copies grâce à ces graveurs de CD en vente libre à partir de 2500 francs. Alors vous pouvez lutter comment contre ça alors? De trois façons. La première façon, elle est technologique. C'est de convaincre les industriels par des négociations, ça ne sera pas facile, de limiter au moins une seule copie, le nombre de copies possibles à partir d'un CD vierge. Le deuxième moyen, c'est d'avoir des rémunérations pour la copie privée. Et puis la troisième chose, c'est d'avoir un droit éventuellement d'autorisation de diffusion de la musique, notamment sur Internet. Parce que sinon, eh bien, effectivement, sans rémunération, il n'y a pas d'investissement dans la création. Donc c'est le système qui va mourir de lui-même. Pour les maisons de disques, le manque à gagner devient préoccupant. Le quart du marché pourrait être perdu dans les prochaines années si rien n'est fait d'ici là. Principale victime de ce commerce parallèle, les auteurs-compositeurs. Jean-Claude Vanier a écrit des chansons pour des dizaines d'artistes, Gainsbourg, Jonas, Nougaro, Julien Clerc. Je trouve que c'est méprisant par rapport aux artistes et aux compositeurs. Je trouve ça pas très élégant, cette idée-là qu'on peut se servir de ce que les gens ont fait avec cœur et en faire n'importe quoi, éventuellement gratos, sans payer. Pour convaincre les jeunes de ne plus copier leurs morceaux préférés, la SACEM, qui gère les droits d'auteur, va lancer une campagne d'information. La tâche s'annonce plutôt rude. Vous achetez encore souvent des CD ou pas? Non, jamais. Hein. Jamais. Le CD? Jamais. Attends, maintenant un CD de titre ça coûte 34 francs et la deuxième chanson elle est toujours pourrie. À partir du moment où il n'y a plus d'argent dans le système, le troisième ou quatrième disque que tu aimes bien, il sortira plus. Mais il n'y a plus d'argent dans le système parce qu'ils vendent des CD trop chers, ils vendent des graveurs. Quand vous copiez un enregistrement, vous avez exactement la même chose que celui. La discussion s'éternise et ne convainc personne. Mais c'est pas Jean-Jacques Goldman qui peut prévoir. Monsieur Forest, vous avez du boulot pour persuader. C'est pas Jean-Jacques Goldman. Ceci annonce en fait le bouleversement du droit des auteurs et des créateurs, avec en toile de fond une révolution dans l'édition musicale. L'ancien dirigeant du club de football de Bordeaux, M. Claude Bèze, est mort. Beaucoup ce soir lui rendent hommage, ainsi Michel Platini, Jean-Marc Ferreri, Guy Roux ou encore Bernard Tapie. Claude Bèze avait présidé de façon parfois spectaculaire les Girondins de Bordeaux de 1974 à 1990. Commentaire David Bazier. À Bordeaux, Claude Bèze, c'est l'homme des coups d'éclat. L'expert comptable truculent devenu président du club des Girondins de Bordeaux pour le meilleur
l'équipe des Tigana et des Giresse qui remporte le doublé Coupe de France Championnat en 87. Barrez-vous, vous êtes... Barrez-vous, pourri que vous êtes. Contre la presse, autre coup d'éclat. L'autre face de Claude Bèze, car en 90, les affaires ont débuté. Claude Bèze est mis en examen pour escroquerie dans l'affaire des Girondins. Le président est accusé notamment de fausses factures dans la rénovation du somptueux centre d'entraînement du Haillan. Le procès de l'organisation des matchs devait lui s'ouvrir le 22 février prochain. Reste une image, le moustachu bon vivant et sa Cadillac. Tennis aux internationaux d'Australie. La nuit dernière, Amélie Mauresmo s'est qualifiée pour les demi-finales. La Française, actuellement 29e joueuse mondiale, affrontera la numéro 1 du moment, l'Américaine Lindsay Davenport. Amélie Mauresmo, c'est une athlète solide et subtile, écrivait ce matin notamment notre confrère L'Équipe. Commentaire Alexandre Cara. Amélie Mauresmo, vous l'aurez compris, est une jeune femme de caractère. La Belge, Dominique Van Roest, ne vous dira pas le contraire. De ce match, elle espérait beaucoup, mais certainement pas ça. Rapide et puissant, c'est le service d'Amélie Mauresmo. Il dépasse souvent les 170 km/h. C'est l'arme qui a permis à la Française de s'imposer en 1h30 tout juste. 6-3, 7-6, Van Roest, la 11e mondiale, est dehors. Voilà Amélie Mauresmo, 29e parmi les meilleurs, qualifiée pour la demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. C'est son meilleur résultat chez les grands, une victoire sans complexe. Après avoir sauvé 2 balles de match au premier tour, bon, il ne peut pas m'arriver grand chose de pire, quoi. Donc je me suis dit, écoute, tu fonces. Hein. C'est un bonus, je dirais, de pouvoir jouer les matchs restants. Donc moi je joue ma chance à fond, et tout en étant relâché. Ouais. La réussite d'Amélie Mauresmo, ce n'est pas une surprise. Août 96, elle a 16 ans et demi, elle remporte le tournoi de Roland Garros chez les juniors. 96, la belle année pour Mauresmo. Victorieuse à Wimbledon, elle devient championne du monde junior. La victoire, elle adore ça. À 19 ans, Mauresmo n'est pas vraiment précoce, surtout si l'on en juge par l'âge des jeunes gloires du tennis féminin. Mais en 2 ans, elle a progressé, à son rythme, gagnant régulièrement en puissance comme en technique. En demi-finale, la Française rencontrera Lindsay Davenport, l'Américaine numéro 1 mondiale. L'an dernier, Mauresmo a réussi l'exploit, battre Davenport, c'était lors de l'Open d'Allemagne. C'est dire si elle a la rage de vaincre, c'est dire si désormais tout est possible. Et puis Marie Pierce jouera en quart de finale la nuit prochaine contre Martina Hingis. Enfin en boxe, hier soir, le Français Jean-Baptiste Mendy a conservé son titre mondial des poids légers face à l'Argentin Sicorella. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 informations que nous avons développées. Tout d'abord concernant la Colombie, le tremblement de terre au centre-ouest de la Colombie la nuit dernière. Premier bilan officieux, notamment dans la ville d'Arménia, fait état de plus de 1000 morts. Et puis cette information concernant le dopage dans le cyclisme, selon un premier pré-rapport, la moitié des coureurs cyclistes français auraient utilisé des produits dopants et leur santé en aurait été et en serait fragilisée. Dans quelques secondes, la météo avec Nathalie Riouet. N'oubliez pas, à 22h40, place de la République, on reviendra sur les problèmes de délinquance avec Gilles Schneider et Yamina Benguigui. Et puis à 0h20, il y aura le journal de la nuit présenté par Laurence Ostolaza, suivi du cercle de Philippe Lefebvre. À demain 20h. Bonsoir, merci.